C'est une image qui a marqué la fin du XXe siècle. Une image gravée dans la rétine de 2,5 milliards de personnes. Un homme seul, voûté sur un piano noir, au milieu d'une nef gothique immense où le silence est si lourd qu'il en devient assourdissant. Ses mains, d'habitude si agiles, si confiantes, tremblent imperceptiblement au-dessus des touches d'ivoire. À quelques mètres de lui, un cercueil recouvert de l'étendard royal. Ce n'est pas seulement une princesse qui gît là. C'est sa sœur, sa confidente, son double. Ce jour-là, le 6 septembre 1997, Elton John ne joue pas pour la reine, ni pour les caméras, ni pour l'histoire. Il joue pour survivre à l'instant. Il joue avec une terreur secrète qui lui noue l'estomac, un détail que le monde ignorera pendant des décennies. Un prompteur a été installé en urgence au cœur même du piano. Pourquoi? Parce que la panique est telle, le chagrin si dévastateur, qu'il a peur d'oublier les paroles. Il a peur que son cerveau, brisé par le deuil, ne revienne par automatisme à la version originale de la chanson, celle écrite pour Marilyn Monroe. Imaginez l'horreur absolue s'il avait chanté Au revoir Norma Jean devant le corps de Diana. Ça aurait été une profanation. Alors il fixe cet écran comme un naufragé fixe un phare, les yeux brûlants de larmes qu'il s'interdit de verser. Mais pour comprendre la violence de cet adieu, pour saisir pourquoi les fondations même de l'abbaye de Westminster semblaient vibrer sous le poids de cette émotion, il ne suffit pas de regarder la fin. Il faut remonter le temps. Il faut comprendre que derrière les titres de noblesse et les costumes à paillettes, se cachaient deux âmes blessées qui se sont trouvées au moment où elles se sentaient le plus seules au monde. Tout commence bien loin des funérailles, dans une lumière beaucoup plus crue. Nous sommes en 1981. Le lieu? Le château de Windsor. L'occasion? Le 21e anniversaire du prince Andrew. L'atmosphère est électrique, mais aussi terriblement rigide. C'est le monde de l'aristocratie britannique, un monde de codes non dits, de révérence et de distance infranchissables. Et au milieu de ce décor de musée, deux anomalies. D'un côté, Elton John. Il est déjà une superstar mondiale, l'homme aux lunettes extravagantes, le roi de la pop qui remplit les stades. Mais à l'intérieur, c'est un homme rongé par l'insécurité, luttant contre une timidité maladive qu'il masque sous des plumes d'autruche et des excès de cocaïne. De l'autre côté, il y a elle. Lady Diana Spencer. Elle n'a que 20 ans. Le monde entier est tombé amoureux de son regard timide et de sa fraîcheur. Elle vient d'épouser le prince Charles, l'héritier du trône. On lui a vendu un conte de fées, mais elle découvre la prison dorée. Ce soir-là, à Windsor, elle étouffe. Les murs épais du château semblent se refermer sur elle. Elle cherche de l'air. Soudain, l'orchestre, peut-être fatigué des valses polies, se lance dans un charleston endiablé. C'est une musique rapide, joyeuse, presque impertinente pour ce cadre solennel. Les ducs et les duchesses restent figés, leur verre de champagne à la main, ne sachant comment réagir. C'est là que l'impensable se produit. Diana, la future reine, celle qui doit incarner la retenue, traverse la salle de bal. Elle ne marche pas, elle flotte presque, guidée par une envie irrépressible de briser les règles. Elle se dirige droit vers Elton. Sans un mot, avec ce sourire en coin qui allait devenir sa signature, elle lui tend la main. Elle l'invite à danser. Pas une valse. Le charleston. Pendant 20 minutes, le temps s'arrête. Ils sont seuls au monde. Ils tournent, ils rient, ils s'essoufflent. Les protocoles volent en éclats. Elton racontera plus tard qu'à cet instant précis, il n'a pas vu la princesse de Galles. Il a vu une jeune fille qui avait désespérément besoin de s'amuser, de redevenir humaine. Il a vu dans ses yeux cette lueur de malice, mais aussi, tapis juste derrière, une solitude abyssale qu'il ne connaissait que trop bien. C'est le début d'une connexion instantanée, presque chimique. Comme si deux extraterrestres échoués sur une planète hostile venaient de se reconnaître. Si vous avez déjà ressenti cette connexion immédiate avec quelqu'un, ce sentiment étrange de connaître une personne depuis toujours alors que vous venez à peine de la rencontrer, alors vous comprenez ce qui s'est passé ce soir-là. C'est un sentiment rare, précieux. Si vous avez la chance d'avoir cet ami dans votre vie, prenez une seconde pour penser à lui, et peut-être laisser un j'aime sur cette vidéo, comme un petit hommage à ces amitiés qui nous sauvent. Ce que le public ignorait à l'époque, alors que les tabloïds se régalaient de cette nouvelle amitié glamour, c'est que leur lien n'était pas tissé de succès, mais de cicatrices. Ils étaient les deux faces d'une même pièce. En public, ils étaient adorés, idolâtrés. En privé, ils se détruisaient. Les années 80 furent pour eux une descente aux enfers parallèles. Diana, enfermée dans un mariage à trois avec Charles et Camilla, sombrait dans la boulimie. C'était son secret honteux, sa manière de reprendre le contrôle sur une vie qui lui échappait totalement. Elle racontera plus tard à Elton ses nuits terribles à Kensington Palace, où elle se gavait de nourriture pour combler le vide affectif, avant de se faire vomir, encore et encore, jusqu'à l'épuisement, les yeux rouges et la gorge en feu. Elton, lui, n'était pas en meilleur état. Il était pris au piège d'une addiction dévorante à la drogue et à l'alcool.
Il pouvait chanter devant 100 000 personnes le soir, et se retrouver seul, paranoïaque, recroquevillé dans sa chambre d'hôtel le matin, persuadé que le monde entier l'épiait. Ils sont devenus les gardiens des secrets l'un de l'autre. Loin des caméras, leurs soirées n'avaient rien de royal. C'étaient des soirées pizza, assis en tailleur sur le canapé, à regarder la télévision et à critiquer les tenues des célébrités. Ils partageaient un humour féroce, parfois vulgaire, très anglais. Ils s'appelaient par des surnoms de drag queens, une façon de désacraliser leur statut. Ils riaient de tout, surtout de ce qui était sacré. C'était leur soupape de sécurité. Diana n'a jamais jugé Elton pour ses démons. Au contraire, elle a été l'une des rares personnes à oser lui dire la vérité. Elle voyait l'homme derrière les lunettes, l'enfant blessé qui cherchait juste à être aimé pour lui-même, pas pour ses disques de platine. Mais leur amitié n'était pas qu'une thérapie mutuelle. Elle était aussi une arme de guerre. Une guerre contre l'indifférence. Au milieu des années 80, une ombre terrifiante s'étend sur le monde, le sida. À l'époque, c'est une condamnation à mort, mais c'est surtout une marque d'infamie. Les malades sont traités comme des lépreux modernes. Les infirmières déposent les plateaux repas devant les portes de peur d'entrée. Les familles abandonnent leurs fils. Et c'est là que la véritable nature de Diana, soutenue par Elton, va éclater au grand jour. Nous avons tous en tête cette photo historique. Diana, assise au bord du lit d'un patient mourant du sida à l'hôpital Middlesex de Londres. Elle ne porte pas de gants. Elle lui prend la main. Ce geste, qui nous semble si simple aujourd'hui, a l'effet d'une bombe nucléaire médiatique. En une seconde, elle détruit des années de préjugés et de peurs irrationnelles. Elton pleure en voyant cette image. Il sait, mieux que quiconque, le courage qu'il faut pour faire ça quand on porte la couronne d'Angleterre sur la tête. Il perd des amis par dizaines à cette époque. Il voit son monde décimé. Et voir cette femme, son amie, utiliser sa lumière pour éclairer ceux que la société a jetés dans les ténèbres, cela cimente leur amour fraternel à jamais. Ils deviennent des alliés. Ils organisent des galas, lèvent des millions. Ils utilisent leur célébrité comme un bélier pour enfoncer les portes de l'intolérance. Ils semblent invincibles ensemble. Mais l'histoire nous apprend que les amitiés les plus passionnelles sont aussi les plus fragiles. Le feu qui les unit peut aussi les brûler. Et le froid s'installa. Un froid polaire. On l'oublie souvent, car la fin tragique a tout effacé, mais Elton John et Lady Diana ont passé les derniers mois de leur amitié dans un silence glacial. Une rupture brutale, totale, incompréhensible pour le monde extérieur. La cause ? Un livre. Un simple livre de photos d'art, Rock and Royalty, un projet caritatif mené par Elton et leur ami commun, le couturier Gianni Versace. Les bénéfices devaient aller à la lutte contre le sida. Diana avait accepté avec enthousiasme d'en écrire la préface. Mais le livre était audacieux. Il mélangeait des portraits de la famille royale avec des photos de mannequins masculins, parfois légèrement vêtus, célébrant la beauté sous toutes ses formes. À la dernière minute, la panique s'empare de Diana. Ou peut-être la pression. Certains disent que le palais l'a rappelée à l'ordre. Elle craint que la reine ne soit offensée de voir ses petits-fils, William et Harry, figurer dans un ouvrage aux côtés de ce que l'establishment considère comme de la décadence. Elle se retire du projet. Brutalement. Elton est furieux. Il ne voit pas cela comme une prudence politique, mais comme une trahison personnelle. Pour lui, Diana cède à la peur, elle qui avait toujours été si courageuse. Elle renie leur combat commun. Des mots durs sont échangés. Des lettres sont envoyées, froides, administratives. Et puis, plus rien. Le téléphone cesse de sonner. Imaginez la torture de ces mois de silence. Nous avons tous vécu cela. L'orgueil qui nous empêche de composer un numéro. L'attente que l'autre fasse le premier pas. Elton scrute les journaux, voyant son ami s'isoler de plus en plus après son divorce finalisé en 1996. Il la voit chassée par les meutes de photographes, seule, vulnérable. Il s'inquiète pour elle. Il sait qu'elle s'entoure de nouvelles personnes, des courtisans qui la flattent mais ne la protègent pas. Il voudrait lui crier de faire attention, mais le mur de glace est trop épais. De son côté, Diana traverse sa propre solitude, persuadée qu'Elton ne la comprend plus, qu'il a choisi le camp de la frivolité alors qu'elle cherche un sens à sa nouvelle vie. Il faudra le sang d'un autre pour les réunir. Juillet 1997. Le monde de la mode et du spectacle s'effondre. Gianni Versace est assassiné sur les marches de sa villa à Miami. 2 balles. C'est fini. La brutalité de la nouvelle agit comme un électrochoc pour Elton et Diana. Gianni était leur ami, leur trait d'union. Face à la mort, l'orgueil paraît soudain dérisoire, ridicule. Ils se retrouvent aux funérailles de Gianni, dans la cathédrale de Milan. Les images de ce jour-là sont poignantes. On y voit Diana, vêtue de noir, penchée vers Elton. Elle lui caresse le bras, lui chuchote à l'oreille. Elton est effondré, ses larmes coulent sans retenue. Dans cette église, au milieu des chants funèbres, la réconciliation a lieu.
Sans grand discours. Juste un regard. Je suis désolé, murmure-t-elle. C'était stupide. Elton hoche la tête. Il retrouve sa sœur. Il sent physiquement le poids de la rancœur quitter ses épaules. Après la cérémonie, ils passent un moment ensemble. Ils rient à nouveau. Ils font des projets. Diana parle de ses fils, de son nouvel été qui s'annonce, de ses vacances prévues sur le yacht de Dodi Al-Fayed. Elton l'invite chez lui, à Nice. Ils se promettent de se voir très vite, de rattraper le temps perdu. Ils pensent avoir tout l'avenir devant eux. Ils pensent que la vie leur a donné une seconde chance. Ils ne savent pas que le destin est en train de refermer son piège. C'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Quelques semaines passent. Nous sommes à la fin du mois d'août. Elton est dans sa villa du Mont Boron, à Nice, surplombant la Méditerranée. C'est l'été, les cigales chantent, la vie est douce. Diana est en mer, quelque part au large de la Sardaigne. Ils s'échangent peut-être un dernier appel, ou peut-être juste un message via des amis. Tout va bien. Puis vient la nuit du 30 au 31 août. Le téléphone sonne chez Elton. Une sonnerie stridente au milieu de la nuit, celle qui ne présage jamais rien de bon. Au bout du fil, une voix tremblante. David Furnish, le compagnon d'Elton, décroche. Son visage se décompose. Il y a eu un accident à Paris. Le tunnel de l'Alma. C'est grave. Elton se réveille dans un brouillard. Il allume la télévision. Les chaînes d'information tournent en boucle. Les images du tunnel, les gyrophares bleus qui déchirent la nuit parisienne, la Mercedes broyée. Au début, on parle de blessures. L'espoir subsiste, fragile, insensé. Elle est forte, elle va s'en sortir. Et puis, au petit matin, la sentence tombe comme une guillotine. La princesse de Galles est décédée. Le cri d'Elton, ce matin-là, personne ne l'a entendu, mais il résonne encore dans ses mémoires. C'est le cri d'un homme qui réalise l'irréparable. Non seulement elle est partie, mais elle est partie alors qu'il venait tout juste de se retrouver. L'ironie est cruelle. S'il ne s'était pas réconcilié à Milan, il aurait dû vivre avec le remords éternel d'une dispute inachevée. Mais là, c'est une autre forme de torture, avoir touché du doigt la paix retrouvée, pour se la voir arrachée quelques jours plus tard. Les jours qui suivent sont un chaos absolu. Le monde entier entre dans une hystérie collective de deuil. Les fleurs s'empilent devant Kensington Palace par tonnes. Et Elton, lui, est prostré. Il ne veut voir personne. Il reçoit pourtant un appel. C'est la famille de Diana. C'est Sarah, sa sœur. Elton, tu dois chanter. Le peuple le veut. Elle l'aurait voulu. Il refuse d'abord. Il n'a pas la force. Sa gorge est nouée par les sanglots. Comment chanter quand on arrive à peine à respirer? Mais il comprend que c'est son dernier devoir envers elle. Il ne peut pas la laisser partir avec des hymnes froids et impersonnels. Il faut de l'émotion. Il faut du vrai. Il appelle Bernie Taupin, son parolier de toujours, son autre frère d'âme. Bernie, il faut réécrire Candle in the Wind. Ce n'est plus pour Marilyn. C'est pour l'Angleterre. C'est pour elle. Bernie écrit les paroles en quelques heures. C'est une inspiration fulgurante, dictée par la tristesse. Goodbye Angla's Rose. Adieu, Rose d'Angleterre. Nous voici revenus à ce moment fatidique dans l'abbaye. Le monde retient son souffle. Elton s'assoit. Il sait que s'il craque, s'il fait une fausse note, s'il s'effondre, l'image restera à jamais. C'est une pression inhumaine. Il commence à jouer. Les premières notes du piano, si simples, si mélancoliques, traversent l'église. Il chante avec une retenue bouleversante. Pas d'effet de voix. Pas de show business. Juste un homme qui dit adieu à une amie. Il fixe ce prompteur caché, s'accrochant aux mots pour ne pas sombrer. May you ever grow in our hearts. Puisses-tu toujours grandir dans nos cœurs. Quand la dernière note s'éteint, un silence surnaturel envahit l'abbaye. On n'entend que le froissement des tissus et quelques reniflements étouffés. Et puis, de l'extérieur, un bruit sourd commence à monter. Comme une vague lointaine qui se rapproche. Ce sont les applaudissements. La foule, dehors, brise le protocole royal. Ils applaudissent pour Diana, ils applaudissent pour Elton, ils applaudissent pour l'amour qui vient d'être chanté. Ce disque, Candle in the Wind 1997, deviendra le single le plus vendu de l'histoire de la musique. 33 millions d'exemplaires. L'argent afflue pour les fondations de Diana. Mais pour Elton, c'est un succès au goût de cendre. Il avouera plus tard avoir détesté ce disque pendant longtemps. Il ne pouvait pas l'écouter. Partout où il allait, dans les supermarchés, dans les aéroports, il entendait sa voix chanter la mort de son ami. C'était une torture psychologique permanente. Il a refusé de l'interpréter en concert pendant des années, refusant de transformer ce deuil sacré en spectacle commercial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car Diana a laissé un héritage vivant. 2 garçons. William et Harry.
Et c'est là que la fidélité d'Elton John prend une dimension presque chevaleresque. Il avait fait une promesse silencieuse devant ce cercueil. Il ne laisserait pas les fils de Diana seuls face aux loups qui avaient dévoré leur mère. Il a vu grandir Harry. Il a vu en lui la même étincelle que chez Diana. Cette même vulnérabilité masquée par une bravade, ce même désir de casser les codes. Et quand l'histoire a menacé de se répéter, quand les tabloïds ont commencé à traquer Harry et sa femme Meghan avec la même férocité qu'ils avaient traqué Diana, Elton est sorti de sa réserve avec la fureur d'un lion protégeant ses petits. En 2019, alors que le couple était critiqué pour avoir utilisé le jet privé d'Elton pour venir se reposer chez lui à Nice, le chanteur a publié une déclaration cinglante. Il a rappelé au monde que c'était cette intrusion incessante, ce harcèlement quotidien, qui avait conduit au drame sous le pont de l'Alma. Il a payé de sa poche pour leur sécurité, pour qu'ils puissent connaître quelques jours de paix, comme Diana en avait connu chez lui, il y a si longtemps. Pour Elton, regarder Harry, c'est voir un fantôme. Il dit souvent, il a ses yeux. Il a sa façon de faire sentir aux gens qu'ils sont importants. C'est une bénédiction et une malédiction. Chaque moment passé avec le prince est un rappel poignant de ce qui a été perdu. Il y a un regret qui ne quitte jamais Elton, une pensée qui le hante lors des nuits d'insomnie. Il se demande ce qu'elle serait devenue. Elle commençait à peine à trouver sa voie, sa propre puissance, libérée du carcan royal. Elle parlait de vivre à l'étranger, de s'émanciper. Elton est persuadé qu'elle serait devenue une force de changement encore plus grande. Mais surtout, il l'imagine grand-mère. C'est l'image qui lui fait le plus mal. Il la voit avec George, Charlotte, Louis, Archie et Lilibet. Il sait qu'elle aurait été une grand-mère fantastique, drôle, irrévérencieuse, celle qui arrive avec des cadeaux bruyants et qui apprend des bêtises aux enfants dans le dos des parents. Cette image d'un bonheur simple, domestique, qui lui a été volée, est peut-être la plus grande tragédie de toutes. Aujourd'hui, Elton John a plus de 70 ans. Il a trouvé la paix qu'il cherchait tant, auprès de son mari et de ses propres fils. Mais il y a toujours une place vide à sa table. Il y a toujours une chanson qu'il joue parfois, seul, quand personne ne regarde. L'histoire d'Elton John et de la princesse Diana n'est pas seulement l'histoire de deux célébrités. C'est une leçon universelle sur la nature humaine. Elle nous rappelle que même au sommet de la gloire, même sous les ors des palais, nous ne sommes que des êtres humains cherchant désespérément à être compris. Elle nous rappelle que l'argent et la renommée ne protègent ni de la solitude, ni du chagrin. Mais surtout, elle nous laisse avec un avertissement urgent. Ne laissez jamais le silence s'installer avec ceux que vous aimez. L'orgueil est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, car nous ne savons jamais quand le téléphone sonnera pour la dernière fois. La dispute entre Elton et Diana aurait pu être la fin de leur histoire. S'ils ne s'étaient pas réconciliés à Milan, Elton porterait aujourd'hui un fardeau insupportable. Ils ont eu la chance, in extremis, de se dire je t'aime une dernière fois. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui le lien s'est distendu, quelqu'un qui compte mais à qui vous ne parlez plus par fierté ou par négligence, appelez-le. Envoyez ce message. Faites-le aujourd'hui. Faites-le maintenant. Parce que la vie est trop courte pour les regrets, et le silence est parfois définitif. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs ou des émotions, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer de raconter ces destins extraordinaires, à fouiller l'histoire pour y trouver l'humain derrière la légende. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message sur l'amitié et le pardon. Et dites-nous en commentaire, quel est votre souvenir le plus marquant de la princesse Diana? Est-ce son mariage, ses engagements humanitaires, ou ce jour sombre d'août 1997 où le monde s'est arrêté? Nous lisons tous vos messages avec attention. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de ceux qui illuminent votre vie. À très bientôt.